équipe qui n'a pas la foi fait perdre à son club un jeu victorieux. Paul Coelho, dans le Pèlerin de Compostelle. On parle de foi, on parle de jeu, on parle de club. Bienvenue dans l'âme des jeux, 17e épisode. Aujourd'hui, en compagnie toujours de Christophe Bourgois-Constantini, coach mental, et son livre Les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching chez Diathéno. Et c'est l'esprit d'équipe que nous souhaitons mettre à l'honneur aujourd'hui avec un grand spécialiste du groupé, du fédéré, du rassemblé, du groupé, du cri de guerre. Mais moi, je ne sais pas encore qui c'est. Eh oui, je vais vous le faire deviner. Alors, si je vous dis qu'il a soulevé beaucoup de ballons dans sa vie, je ne parle pas de ballons de vin, hein, ok ? Si je vous dis qu'il est passionné de Kant, si je vous dis que c'est le pape journalistique de son sport, si je vous dis qu'il a une formation de psychologue, et si je vous dis enfin que c'est un gentleman dans un monde de brutes, vous me répondez ? Alors là, roulement de tambour. Est-ce que ce serait pas Monsieur Escaut ? Bravo, Richard Escaut, que nous avons l'honneur de recevoir. Monsieur Richard Escaut, bienvenue Richard Escaut, on est ravis de vous recevoir. Bah écoutez, c'est très gentil de m'inviter. La présentation était trop élogieuse peut-être. Bah c'est pas fini, ça commence. Et puis bonjour Christophe aussi. Bonjour ma chère Myriam. On a peut-être quelque chose à écouter avant d'attaquer le thème, non ? Bon, maintenant, on va suffire un peu. D'accord, on va mettre un peu de rythme. Ah, c'est marré, on va y aller, c'est pas de marquer quand t'as sur les touches, sur les médailles, on va y aller les premiers. Et ça va redémarrer, là. Et ça va redémarrer. Et on va les respecter, on va pas faire de faute. C'est clair, ça ? Je sais même pas de quoi on peut parler. Je sais même pas de quoi on peut parler, mais je n'ai rien fait. Vous voulez qu'on parle de quoi ? De moi, des touches, des médailles, je sais pas, moi. On a rien fait. Dominguez, Trocon, il fait le passe à 3 tonnes. Dominguez, il prend le ballon, il se retourne. Pied gauche, il tape. On est capable de le presser là. Merde. On se prend pour qui ? Comment faire corps avec son équipe peut faire gagner. C'est comme ça qu'on fait corps avec son équipe. C'est comme ça. On est entraîné comme ça, Richard Escaut. Ah ben là, c'est trop tard. On est à la mi-temps d'un match international au Stade de France, du match du tournoi. Bernard Laporte explose littéralement parce que son équipe déjoue. C'est-à-dire que le boulot, il n'a pas été fait en amont, quoi. Quand on est obligé de hurler comme ça dans un vestiaire, c'est trop tard. Le mal est fait. Alors, fort heureusement, il y a beaucoup de talent en équipe de France et ce jour-là, ils vont se reprendre. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe, mais quand on en est rendu à ce point-là, après 40 minutes de jeu, c'est que le travail de préparation de l'équipe n'est pas bon, quoi. Bah, même moi qui suis un peu ignarde, un peu, enfin, en tout cas, je connais pas tous les codes du sacré et secret du rugby. Il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas, à ce stade-là, j'ai l'impression. Mais il y a presque un problème générationnel, parce que vous avez une vieille école, en fait, du rugby français, très terroir, où il y avait des personnalités iconiques comme Herrero, etc., qui gueulent vraiment, et on pense que engueuler quelqu'un, ça va le motiver. Et il y a un gap générationnel, parce qu'il a des artistes en face de lui, qu'ils soient argentins ou français, c'est déjà une autre génération. On est peut-être presque dans le bottom-up, déjà, ça s'est déjà inversé. Vous voyez, le top-down, ça ne fonctionne plus. D'ailleurs, on le voit, à mon avis, ça va être une bascule, j'espère. Je n'imagine pas un seul instant nos grands entraîneurs de rugby gueuler tout le temps comme ils le faisaient. Et comme le disait Richard, ça se prépare en amont. Mais Richard est le mieux placé pour en parler. Ouais, on a évidemment que là, oui. Mais moi j'ai suivi, j'ai la chance d'avoir été invité dans plusieurs vestiaires avant les matchs, à la mi-temps, il y a des équipes de championnat de France. Ah oui, alors non, justement, les grandes équipes sont d'un calme incroyable. C'est-à-dire qu'on laisse les joueurs se reposer, on les laisse récupérer de 40 minutes d'effort, ils s'hydratent, ils s'assoient. Ils font descendre le rythme cardiaque et à ce moment-là, l'entraîneur, quand c'est un bon entraîneur, leur livre une analyse posée de leurs points forts et non pas de leurs points faibles. Parce qu'on sait très bien que ce qui permet de rehausser le niveau d'un joueur et d'une équipe, c'est de valoriser ce qu'ils ont fait de bien et non pas d'appuyer là où ça fait mal. On le sait, c'est valable en éducation aussi. Si votre enfant a des mauvaises notes et des bonnes, appuyez sur les bonnes. Dites-lui, t'es formidable en dessin, t'es formidable en musique, ce que t'as fait en français, c'est génial. Et vous verrez que les notes de mathématiques, de physique et de grammaire vont se relever naturellement. Ça sent le vécu, ça, Richard. Absolument. Justement, alors, c'est très étonnant que vous me disiez ça parce que j'ai eu la chance, justement, d'être accompagné, moi, quand je suis devenu rédacteur en chef spécial responsable du rugby à l'équipe.
Je n'étais pas formé pour ça, j'étais reporter. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par un ami, Éric Blondeau, qui m'a donné plein de conseils. Et en particulier, ce conseil aussi que j'ai utilisé familialement et qui a vraiment, j'ai 3 filles, qui a vraiment, j'ai vu les effets. Ah ben, je vais essayer moi aussi. Là, sauf qu'elle a 3 ans, donc ça va être dans quelques années encore. Moi, je voulais savoir, il y a une question quand même, il y a beaucoup de questions qui se posent autour, qui fait l'œuf, qui fait la poule, mais comment faire corps avec son équipe peut faire gagner? Est-ce que le rôle de l'entraîneur est de combien? 70%, 80%, 90%, 30%, vous diriez quoi, Richard Escaut, dans la réussite? C'est 100% très en amont, quand on est dans l'analyse du match, de ce qu'on doit faire, l'analyse de l'adversaire, comment il joue, comment il fonctionne, où est-ce qu'on peut le battre, quels sont ses points faibles. Là, pour le coup, là, c'est les points faibles de l'adversaire, mais et aussi ses points forts. C'est-à-dire souvent, quand on contre une équipe sur ses points forts, c'est là où on la perd. C'est-à-dire l'adversaire se liquéfie. Voilà. L'entraîneur, il est parfait dans ces moments-là. Et puis, plus le match arrive et moins il est important. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce phénomène d'appropriation, c'est-à-dire au moment où les joueurs qui vont être sur le terrain décident que le match est à eux, qu'ils vont entrer sur le terrain et que cet espace sacré, parce que le terrain c'est un espace sacré, dans le rugby il y a beaucoup d'espaces sacrés, il y a le vestiaire et il y a le terrain, voilà. Et le vestiaire c'est comment on construit l'équipe et puis le terrain c'est qu'est-ce que chacun veut en faire. Et donc petit à petit l'entraîneur il disparaît, sinon s'il ne disparaît pas, et là je reviens toujours sur la notion d'éducation, c'est comme les parents, si vous n'aidez pas votre enfant à s'émanciper, à devenir lui-même, à devenir adulte, c'est ce que disait Kant, vous disiez Christophe tout à l'heure que j'adorais Kant disait ce passage de la minorité à la majorité. Lâchez la main qui vous guide et au moment où vous savez marcher par vous-même, il disait oser savoir. Et il y a un moment où les sportifs doivent oser savoir par eux-mêmes. C'est-à-dire que l'entraîneur les aide, il leur donne ce qu'on appelle en philosophie le savoir. C'est-à-dire, en fait, il les aide à faire les courses. On va acheter ça, on va acheter ci, on va jouer comme ça, on va faire ci, on va faire ça. Mais la cuisine, c'est le sportif qui l'a fait. Et c'est le passage du savoir à la connaissance. La connaissance sportive, philosophique, humaine, éducative, tout ce que vous voulez, religieuse, c'est le moment où vous prenez les ingrédients et que vous vous les approprier. Mais là, on parle d'un entraîneur qui fonctionne bien. La problématique, si vous voulez, dans tous les sports collectifs, c'est qu'en fait, l'entraîneur va faire très souvent une projection psychanalytique de ce qui n'a pas fonctionné chez lui. Et où il confirme le Richard, il va avoir ses croyances. Vous voyez, on a un entraîneur, là, actuellement, que je respecte, il s'appelle Fabien Galtier, d'accord ? Lui, il est énormément, parce que, de par son histoire personnelle, de par Capgemini, etc., il croit en des skills mathématiques, il croit en des datas. Mais le rugby... C'est très macronien tout ça, pardon. Oui, c'est très macronien, mais effectivement. Mais ça ne peut pas fonctionner à partir d'un certain moment. Parce que si vous voulez, il faut être aussi dans le pragmatisme, il faut être aussi dans l'émotionnel, il faut aussi être dans d'autres soft skills. Donc ça ne peut fonctionner que si vous avez des entraîneurs qui déjà travaillent sur eux. Et ça, c'est malheureusement jamais le cas. Jamais le cas, à part des grands entraîneurs dans le foot comme Mourinho, comme Guardiola, qui eux ont des pensées existentielles, lisent des livres comme Damasio. Est-ce que l'émotion préfère la raison? Oui, là, dans l'univers, alors il y en a certainement, Richard, mais avant de passer la main à Richard, voilà, on souffre de ça un peu. C'est-à-dire que vous pouvez, les fondamentaux qu'a exposé Richard sont extrêmement vrais. Il faut lâcher à un moment donné la bribe, mais dans l'avant dont il parle, tout va dépendre de la personnalité de l'entraîneur. Vous confirmez, Richard? Oui, je confirme. Alors, il y en a, Eddie Jones, Vern Cotter, et Hugo Mola aujourd'hui, et quelques autres aussi qui travaillent justement sur la dimension qu'évoquait Christophe. Mais ce qui est intéressant dans faire corps avec son équipe, c'est arriver, un très bon entraîneur, c'est quelqu'un qui arrive à créer l'égrégore, c'est-à-dire faire en sorte que l'équipe est supérieur à l'addition des joueurs qui la composent. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quasiment un 16e homme. On parle du 16e homme, alors c'était Roger Coudert, c'est le public, non. Moi, je crois que c'est l'émanation de la force spirituelle des joueurs qui composent une équipe. Et pour cela, il faut que chaque joueur soit sûr de lui, il faut qu'il soit sûr de ce qu'il est, il faut qu'il sache ce qu'il va proposer sur le terrain et qu'il n'ait pas besoin de ses coéquipiers. C'est assez paradoxal, mais pour constituer une équipe, il faut d'abord que les individus soient forts, puissants, riches et n'aient pas besoin des autres. Et c'est à partir du moment où on n'a pas besoin des autres qu'on est capable de donner. Parce qu'autrement, on donne pourquoi ? Pour recevoir. Et donner pour recevoir, c'est la négation de l'altérité. Et le diagnostic, pardon, allez-y Christophe. Et il y a un très bon exemple, puisque nous avions un ami en commun très cher, moi pour l'avoir coaché, et Richard dans d'autres qui s'appelait Christophe Dominici. C'est le parfait exemple de ce que vient de dire fort justement Richard. Nous sommes en demi-finale contre les All Blacks. Face à lui, pendant les hymnes et le haka, qui sera le sujet de la prochaine émission, il a eu un monstre.
Il pétoche, le gars, il fait 1m70, bien sûr qu'il pétoche. Sauf qu'à quelques pas de là, dans les tribunes, il y a son mentor, Cézanne, malheureusement, qui a disparu lui aussi. Il va le voir, et Pierre Cézanne lui dit « N'aie pas peur, regarde ce qu'il y a derrière, sois l'anguille au milieu des rochers. » Et en fait... Magnifique. Oui, ça devient juste une personne immobile. Donc, comme il le dit, il y a la croyance collective, le supplément d'âme, qui va permettre justement à chaque individualité d'aller chercher dans ses propres croyances ou ses propres skills des choses qui vont faire la différence. Mais est-ce qu'il y a, alors là, on rentre dans la grande psychanalyse, attention, beaucoup de guillemets, entre l'ego, parce que vous voyez dans le foot, parfois on a l'impression qu'il y a beaucoup d'ego, et une lutte entre les trop d'ego et puis trop d'équipes et pas assez d'ego. Enfin, on sent que l'équilibre est complexe, non, à trouver, Richard Escaut. Oui, c'est très complexe. Mais vous savez, le sportif, puisqu'on fait une émission sur les sportifs, les Jeux Olympiques, le sportif a besoin d'ego, comme l'artiste. C'est-à-dire que l'ego au sens pur et noble du terme. L'ego, c'est-à-dire je suis, c'est-à-dire qui je suis, d'où je viens et où je vais, mais qui je suis. Et d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent, mais dites-lui à votre adversaire qui vous êtes, présentez-vous. C'est-à-dire qu'il faut arriver en étant sûr de soi, les chakras ouverts, relevés, la tête ouverte, en disant, voilà qui je suis. Je peux perdre, je peux gagner, mais je donnerai le maximum. Et en tout cas, je sais d'où je viens et je sais où je veux aller. Et donc cet ego-là, il est important. Après, il y a l'égotisme, il y a l'égoïsme, et ça, le sport nous permet... Et l'égocentrage. Voilà. Et le sport nous permet d'évacuer ça. Ça, c'est un vrai travail depuis l'école de rugby, depuis tout enfant. Dire, voilà, on te prend pour ce que tu es, mais n'oublie pas que sans les autres, tu n'es rien. Mais dans le foot, pardon, non, mais écoutez, c'est important ce que je viens de vous dire. On te prend pour ce que tu es, c'est-à-dire pour tes points forts, mais n'oublie pas que sans les autres, tu n'es rien. Voilà. Et c'est ça tout le travail, le transfert de l'individuel au collectif et le retour du collectif qui d'un seul coup va valoriser quelqu'un et lui dire tu es important au milieu de nous. Un exemple, on parlait de ce match où joue Christophe Dominici. Xavier Garbajosa loupe le plaquage vital sur Jonah Lomu. Il a peur, il s'efface. Je n'ai jamais vu ça. Il m'en a parlé dans l'équipe magazine. Il a ouvert son cœur. C'était vraiment pas évident et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment l'expression de quelqu'un de très solide pour pouvoir dire j'ai eu peur. J'ai eu peur et je me suis écarté face à Jonah Lomu. Ses coéquipiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus le voir, ils ont fait groupe autour de lui et ils ont dit on va gagner. Et il a été un des joueurs importants de ce match. Il aurait pu être brisé. Les joueurs auraient pu le regarder, ses coéquipiers, en disant « Mais qu'est-ce que tu nous as fait ?» Et au contraire, à ce moment-là, l'équipe était plus forte que tout. Et ils l'ont encouragé, ils l'ont dit « Non, c'est rien, ça arrive. » Oui, Christophe. Non, j'allais vous parler du foot, mais bon, c'est pas grave. Non, moi je voulais juste qu'on rappelle, parce que comme on est en pleine anecdote intéressante, Richard a un blog absolument incroyable sur lequel on peut inviter les gens. Et oui, absolument, côté ouvert. Ne l'oublions pas. Alors, c'est à la fois un livre et un blog. On commence par le livre, si vous le permettez, Richard Escaut. Oui, on va commencer par la fin. Vous aimez bien commencer par la fin, vous. Commencer par la fin. Il y a des repas comme ça qui se font par le dessert. Le livre est né. Le livre est né parce qu'il y a une communauté qui s'est créée dès de l'Ovalie, la communauté Ovale. Voilà, depuis 2011, une vraie communauté. On se retrouve une fois par an, on loue un gîte et on est une trentaine à discuter. Alors là, maintenant, avec la Covid a arrêté un peu ça, mais il y a une communauté et on se parle vraiment, on se voit vraiment et on partage. En chair et en os. Absolument. Les 10 meilleures chroniques, en tout cas des 10 dernières années. Alors, c'est des anecdotes qui parlent un peu de tout et de rien, non, mais autour du rugby, de l'ambiance, de la côté, des coulisses, des matchs, de tout ce qui est officiel, officieux. C'est un peu de tout, quoi. 51 chroniques, mais alors on y parle aussi de Pierre Soulages, par exemple, quand il est décédé, Pierre Soulages, deuxième ligne de Rodez. On y parle de Michel Serres, grande figure philosophique, qui était troisième ligne d'Agen. On n'y parle pas que de rugby, parce que le rugby, en fait, vous savez quoi? C'est un alibi à la vie. C'est-à-dire à quel titre? Mais parce que si c'était qu'une question de poursuivre un ballon ovale qui rebondit dans tous les sens, se foutre en short et en plus se foutre des nions. Et dans la boue. Et dans la boue, ça serait un peu surprenant. Non, c'est bien plus que ça. C'est une allégorie? Non, c'est un supplément à la vie. Voilà, c'est ce que disait André Boniface. Et si c'est un supplément à la vie, n'en profitez pas à moitié. Vous savez, j'ai un de mes amis photographe. Un jour, on faisait un reportage. On allait au Pays de Galles. Il faisait nuit. C'est des moments où on partage des choses comme ça. Et il m'a dit cette phrase qui m'accompagne depuis 40 ans. Le bonheur, c'est un festin de miettes. Et je crois que c'est ces toutes petites choses comme ça qu'on ramasse, des petits moments. Et le rugby, c'est une petite miette dans la vie. C'est pas grand-chose. C'est aller s'entraîner sous la pluie, dans la boue, le soir, prendre des coups, boire des coups, et puis se retrouver pour partager quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? Une victoire, une défaite? Non. C'est un moment qu'on va vivre en communauté, avec des gens dont on est parfois très éloigné, mais il y a cette
petite fraction de partage, de choses qu'on a en commun. Et je trouve que ce qui nous sépare n'est pas aussi important que ce qui nous rassemble. Et c'est ça qui est beau. Qu'est-ce qu'il y a de très, très différent avec la culture footballistique, au fond Oh là là, je sens que ça s'échappe. Non, parce que le rugby s'appelle football rugby. En fait, la culture, c'est la culture de la violence maîtrisée. À l'origine, tous les sports sont des sports de balles. Voilà, de balles rondes, parce que le ballon de rugby, au départ, il est rond. Il est gros, il est rond, et il va se déformer parce que c'est une panse de brebis. Et donc, la panse de brebis, elle va un peu comme ça s'allonger, elle va déformer le ballon, et finalement, les élèves, les universitaires, on parle du collège, mais au sens universitaire anglais, les universitaires vont trouver que c'est une bonne forme, voilà, et puis elle les différencie, parce que les Anglais, ils aiment bien se différencier. Et dans le même laps de temps, existe le football. Ça se pratique, c'est le football. Le rugby, c'est le football tel que pratiqué à l'université de rugby. Ça s'appelle football rugby. Et la différence va se faire sur le plaquage, c'est-à-dire la façon dont on arrête l'adversaire. Au foot, juste ras des chevilles. Sinon, vous savez, c'est coup franc, carton jaune, il tombe, il roule. Au rugby, ça va être le croc en jambe et après le plaquage. Donc, en fait, c'est la façon dont on arrête l'adversaire. Au foot, ça fait comme ça. Au rugby, ça fait... Paf. Mais il y a un point commun entre les deux, figurez-vous, et c'est un magnifique exemple qui est dans un livre qui s'appelle L'éloge de l'esquive. Est-ce que vous savez pourquoi les Brésiliens, justement, ont cherché à éviter ce contact et ont inventé le dribble? Eh bien, tout ça parce que ce sont les Anglais qui ont inventé le football et qui étaient les colonisateurs du Brésil. Ils jouaient entre eux. Et un jour, il y a des petits Noirs qui ont dit « Est-ce qu'on peut jouer ?» Et en fait, ils n'avaient pas le droit de toucher l'homme blanc. S'ils touchaient l'homme blanc, ils se prenaient des coups de bâton. Donc, ils ont inventé l'esquive. Ils ont inventé le dribble. Donc, le point commun, c'est il y a le contact, c'est l'évitement du dit contact, parce qu'il y a le cadrage des bords, qui est un terme. Et, oui, vas-y. La culture, l'histoire n'est pas la même. J'enchaîne. Magnifique passe dans l'intervalle que je prends. Et comme les Brésiliens, les Français ont inventé une façon de jouer au rugby différente des Anglais, qui était une façon... Les Anglais, c'était dans le contact. Nous, on a inventé le French flair. La passe dans l'intervalle, qui est l'équivalent, effectivement, du dribble brésilien. Le French flair. Et comme disait Jean-Pierre Rive, philosophe ovale bien connu et artiste peintre, il disait, on n'a pas inventé le rugby, mais je pense qu'on l'a bien amélioré. Il y a une philosophie dans le rugby qui est quand même assez irremplaçable, Richard Esco. Il y a une vous êtes en train de nous parler de philosophie depuis le début, d'ailleurs. La racine, c'est la vie, la sagesse. C'est aimer la sagesse. Philae, Sophos, aimer la sagesse. Oui, on a une forme de sagesse quand on pratique le sport. C'est-à-dire d'abord... le sport en général. Mais oui, on parle là d'une émission sur le sport et les Jeux Olympiques. Le sport est une philosophie, mais c'est une philosophie en mouvement. C'est une philosophie active. C'est une philosophie épidermique, vibratoire, qu'on va toucher. Qu'on pratique un sport individuel ou un sport collectif, on a toujours besoin des autres. Un préparateur mental, un préparateur physique, un diététicien. On a besoin d'entraîneurs, on a besoin de gens qui viennent. Même les athlètes qui se retrouvent dans la chambre d'appel, par exemple, ils vont vous dire que c'est un moment d'une intensité incroyable, un moment où il faut s'y préparer à ce moment, parce que c'est très violent. Les coureurs de 100 mètres vous disent, c'est l'équivalent d'un round de boxe. On se regarde dans les yeux, on se jauge, les regards sont fermés, violents, c'est d'une violence extrême. Vous pouvez même pas imaginer, il n'y a pas une caméra qui rentre, mais on serait surpris de voir ces athlètes avec 5% de masse graisseuse, super affinés, prêts à courir chacun dans son couloir. Ils ne sont pas dans leur couloir. Ils sont en train de s'épier et ils sont en train de batailler mentalement les yeux dans les yeux. Comme je vous regarde là, c'est-à-dire ils sont en train de se manger. Ils sont en train de se manger, voilà. Et donc, qui va gagner ce match? Pour en arriver à ça, il faut une forme de sagesse. C'est-à-dire il faut savoir par où on passe. Et je vous disais, d'où on vient, qui on est, où on va. Et c'est valable en sport collectif, c'est valable en sport individuel. Je pense que c'est valable dans la vie aussi. Il faut beaucoup d'humilité, en fait, Christophe, finalement. J'ai l'impression, encore plus dans le sport collectif... D'après ce que vous me dites, parce que le sport faut savoir à la fois s'effacer quand il faut, se placer quand il faut aussi. J'ai pas l'impression qu'il y ait tellement ça à ce point-là, en tout cas. Le sport est l'école de l'humilité. C'est un broyeur d'ego. Donc c'est très intéressant et c'est pour ça qu'on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi dans nos universités françaises ou dans nos écoles, il n'y ait pas un mec un peu sensé qui ait fait l'ENA ou Polytechnique, là, qui pense, qui se dit à un moment donné, mais écoutez, l'armée a disparu, le plus beau des creusets multiculturels, c'est le sport, parce que vous côtoyez des mecs de 2 mètres de haut qui sont blacks, des piliers qui sont musulmans, des mecs qui viennent des Tongiens, etc. À tous égards. Et là, il y a un respect total, parce que on part tous de la
la même. Il n'y a plus la condition sociale. Et voilà, c'est une forme d'uniforme, d'une certaine manière. Non, mais et qui permet de réguler un petit peu tout le monde. Et un uniforme sans uniformité. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que tu as raison, le maillot, c'est l'uniforme. C'est-à-dire c'est quelque chose qui réduit les différences à l'état de collectif. C'est-à-dire, voilà, tu fais partie d'un ensemble, tu fais société, tu es avec nous, et après, à l'intérieur de ce maillot, tu vas y mettre ce que tu es. Mais d'abord, accepte la volonté collective, c'est ce qu'on appelle faire société. Alors, tu parlais des polytechniciens. Attention, chose intéressante, le terrain de rugby à Polytechnique est au centre, pareil à l'école centrale et pareil à HEC. Eh ben, la messe est dite. Merci Richard Escaut. Merci Côté Richard. ouvert, votre livre chez Passiflore, votre blog évidemment communautaire autour de l'Ovalie. Merci beaucoup les amis. Merci Christophe Constantini, les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching chez Diateno. Bonne journée, bonne soirée, à demain.